Salut tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de la balado en forme du RDS.ca. Valérie Sardin qui vous parle pour les prochaines minutes en compagnie, comme à l'habitude, de mon acolyte Greg Langto. Salut Greg! Salut Val, comment ça va? Ben, ça va très bien, merci. Écoute, depuis le début septembre, tu as moi, oui, comme co-animatrice depuis longtemps, mais tu as aussi Georges Larac comme co-animateur, voilà, au 91.9. Alors, j'ai quelque chose en commun avec notre invité d'aujourd'hui, on peut dire ça comme ça. Ben oui, puisque tu n'es pas végane, contrairement à notre invité cette semaine, la balado en forme, ben oui, j'ai le plaisir de co-animer avec toi depuis des années ce podcast-là et également les événements de CrossFit à RDS. Mais j'ai eu l'honneur aussi de recevoir cette gig-là au 91.9 à chaque jour maintenant et d'avoir le plaisir d'accompagner Georges dans le monde de Georges à chaque jour. Donc, Georges, et là, comment vas-tu? Ça va super bien, vous autres? Ouais, ça va bien. On est super heureux de te recevoir sur notre podcast. Ça fait quand même 2 ans, puis c'est la première fois, donc bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je trouve ça super intéressant. Il y a plein de sujets. Oui, on a parlé du véganisme. On en reviendra un petit peu plus tard. Mais moi, d'entrée de jeu, je commence avec le fait que, tu es un ancien dur à cuire de la Ligue nationale de hockey. On le sait, tu es bien connu au Québec à travers la Ligue nationale, à travers tout ce qui est le monde du hockey aussi. Tu sais, moi, ce que je me demande, là, c'est quand tu es un athlète professionnel, tu es super encadré au niveau de l'entraînement, tu as des plans d'entraînement, tu as des plans nutritionnels et tout ça, et là, tu décides de prendre ta retraite. Jusqu'à quel point c'est drastique? Tu sais, toi, dans ton cas, ça a été difficile de continuer l'entraînement parce que j'imagine de passer de quelqu'un qui te motive, qui t'entraîne, qui t'encadre à, toi, chez vous, dans ton sous-sol, avec ton gym, à « OK, go, vas-y, entraîne-toi ». J'imagine que c'est pas toujours évident. Écoute, puis t'as raison, parce que quand j'ai arrêté de jouer, ça a pris, je pense, 6 mois, j'ai pris 100 livres. J'ai pris 100 livres après avoir arrêté de jouer parce que j'étais pas capable de m'entraîner. Dans le hockey, tu te fais peser à tous les jours, ils testent ton gras, la discipline, elle est énorme. Si tu dépasses un certain montant de ton poids, tu joueras pas, tu te fais réprimander. Il faut toujours que tu sois en forme. Puis quand tu arrêtes de jouer, tu prends ta retraite. Écoute, j'ai joué plus de 16 ans professionnel. Et quand tu arrêtes de jouer, depuis avoir cette discipline-là, j'avais aucune motivation d'aller au gym, de rester en forme. Puis ce qui est arrivé, c'est que quand j'ai commencé à donner des conférences, et que là, à un moment donné, quand c'est arrivé que je m'habillais chez Beauvais, puis il y avait même du linge là-bas qui me faisait plus, c'est là qu'on voyait que j'avais des problèmes parce que là, je m'en allais faire du sumo là, en Chine tellement je suis en train de devenir gros. Mes drockings de mon lit, je faisais des pantalons avec tellement j'étais rendu gros, ça avait plus de sens. Puis à un moment donné, j'ai fait une conférence, puis il y a quelqu'un qui a dit quelque chose qui m'a choqué. Tu sais comment on a de l'orgueil quand on est un athlète? Il m'a regardé, il a dit « Georges, les légumes, ça fait donc bien engraisser. » Quand il m'a dit ça, là, écoute, c'était d'un dent, là. C'était tellement humilié que j'ai comme ri, mais j'ai jamais oublié ça. Puis ce que j'ai réalisé après ça, ouais, j'ai ri jaune. Mais ce que j'ai réalisé après ça, parce que là, je me suis dit, il faut que je me prenne en main, c'est comme le hockey, il fallait que je me donne des buts. Il fallait que je me donne des buts pour m'entraîner. Parce que sans but, oublie ça. Fait que ce que j'ai décidé de faire pour perdre mes 100 livres, je sais pas si vous avez déjà entendu la course de Montréal-New York, où ce qu'on fait genre 100 km chacun, on court de Montréal jusqu'à New York. Je l'ai fait 4 ans en ligne. Et on s'entend que quand j'ai décidé de faire ça, il fallait que je me mette en forme pour ça. Donc, le but, Montréal-New York, là, en courant, bien entendu, j'ai reperdu tout mon poids. Puis à chaque année, ben, je le faisais pour me forcer de rester en forme. Puis après 4 années de l'avoir fait, finalement, j'ai décidé de faire le marathon de Montréal. Je l'ai fait 2 années de suite. C'est fou à dire, mais c'est juste avec des objectifs de savoir, OK, telle date, je décide de faire ça, donc il faut que je m'entraîne pour ça. Donc, je m'entraîne même pas pour moi, pour être en santé, je m'entraîne pour un défi que je me donne qui m'oblige de rester en santé. Mais si je me donne pas de défi, oublie ça, je mange, je prends du poids, puis je ressemble au bonhomme Pillsbury. Georges, la course à pied, oui, tu t'es donné le défi Montréal-New York, tu as couru 2 marathons, mais est-ce que avant de faire ta carrière comme joueur de hockey, je sais que tu étais un joueur de soccer aussi, est-ce que pour toi c'était de renouer avec un ancien amour ou pour toi c'était un nouveau sport que tu as commencé à pratiquer? Parce qu'on s'entend que, bon, tu n'as pas non plus la physionomie du marathonnier qu'on voit là, qui va compléter le marathon 2 années de suite, là, tu sais.
Oui, mais quand j'étais jeune, mon père m'avait inscrit à l'athlétisme. Fait que je faisais de l'athlétisme, il me mettait dans toutes les disciplines parce que mon frère, ma soeur, on était hyper actifs, puis on courait tout le temps. Mon père nous a inscrits dans des track and field pour être capable de faire le plus de disciplines possible. Mais ce que mon père aussi a fait, on restait à Sorel-Tracy dans ce temps-là. Écoute, je me souviens, j'avais 10 ans. Mon père, il m'amenait, quand il y avait des courses de 10 km, là, il m'amenait, il m'inscrivait, il allait me déposer au départ, puis il revenait plus tard pour aller me chercher. Fait que j'étais le plus jeune qui courait dans des courses, qui avait des adultes, des 10 km, puis je le faisais. Donc, ça fait longtemps que j'étais habitué de faire des longues distances parce que depuis que je suis jeune, des fois, il m'amenait dans des endroits, ah, OK, t'as un 10 à faire, bon. Parce que mon père, quand on était jeune, il disait toujours que lui, là, sa plus grosse part, c'est d'avoir des enfants qui aient de l'embonpoint. Parce que lui, il disait que les enfants qui ont de l'embonpoint, c'est la faute des parents, puis c'est les parents qui n'ont pas un bon travail. Mais écoute, mon père, il nous mettait tellement dans du sport, il nous amenait dans les pistes d'athlétisme le week-end, puis il nous faisait courir, puis il nous chronométrait pour être sûr qu'on batte notre temps. C'était vraiment à la dure. C'est pour ça que toutes ces choses-là ont fait en sorte qu'aujourd'hui, quand tu me demandes de courir, si pour moi c'est difficile, j'ai tellement couru toute ma vie quand j'étais jeune. J'ai joué au soccer des hauts niveaux que même pendant ma carrière de hockey, quand je m'entraînais l'été, je courais. J'ai toujours aimé courir des longues distances. Puis, encore une fois, pourquoi choisir un marathon? Mais je me suis dit, pourquoi pas choisir quelque chose qui est très difficile sur le corps? Quand est-ce qu'on voit un éléphant de 300 livres qui court un marathon? Je voulais me challenger, faire quelque chose de difficile. Puis en même temps, étant donné que j'étais végan, je voulais montrer au monde que l'alimentation pouvait faire une différence, pouvait t'aider à faire des choses incroyables. Donc, c'est aussi combiné avec le fait de me challenger puis de tester l'alimentation végane vraiment, si c'est vrai que c'est bon. Donc, je voulais me donner un défi plus extrême qu'admettons faire un demi que tout le monde est capable de faire. Que la majorité des gens sont capables de faire. Parlons-en des défis, parce que oui, tu as nommé Montréal, New York, tu as nommé le marathon de Montréal aussi, tu as fait par exemple aussi Pierre Lavoie. Tu sais, tu fais pas juste de la course à pied, là, Pierre Lavoie, c'est en vélo que tu l'as fait. Tu aimes clairement les défis, les relever. Est-ce que c'est parce que justement, à chaque fois, ça te donne un objectif, c'est ça qui est finalement le coup de pied dans le derrière, au lieu d'être papa qui dit, bon, ben je te drop là, ou tu sais, comme je te chronomètre, go, vas-y. Dans le fond, c'est ta façon personnelle de trouver une façon de faire en sorte que tu te gardes en forme. Oui, mais c'est parce que aussi j'aime la compétition. Puis l'affaire qu'il faut se dire, c'est qu'à la course, des longues distances, il n'y a pas vraiment du monde avec qui je peux courir parce que je passe assez vite. Je suis trop gros. Il n'y a pas d'éléphants qui courent. Les éléphants de mon poids, normalement, sont couchés sur le divan, ils mangent des chips, boivent de la bière, puis ils grossissent. Il n'y a personne. Au marathon de Montréal, ils me l'ont dit, j'étais plus lourd de tout le monde de 90 livres. Ils m'ont dit, qu'est-ce que tu fais là? Et tout le monde pensait que tu fais-tu 5 km de marche? Non, je fais le marathon. Le monde dit, t'es fou. Puis même, j'étais à l'hôpital après pour déshydratation extrême parce qu'il faisait chaud en plus. Puis oublie ça, j'étais bien trop gros pour faire ça. Puis juste pour vous dire, mon premier marathon, 10 minutes plus tard, j'étais mort. Quand j'étais à l'hôpital, déshydratation extrême, ils m'ont dit 10-15 minutes plus tard, t'étais mort, tu as passé. Parce que j'avais tellement perdu de sel et d'eau. J'avais des bosses partout dans le corps, déshydratation extrême. Puis ils m'ont expliqué qu'avec ma carrure, c'était pas bon pour ma santé de faire le marathon. Je les ai écoutés, l'année prochaine, je l'ai fait encore. C'est-à-dire à quel point que j'écoute pas vraiment ce qu'on me dit. Mais quand tu parles de vélo, le vélo de route, ce que j'aime par rapport à ça, c'est que le poids n'handicape pas autant que la course. Ouais. Le vélo, je peux faire plus de courses avec des gens parce que la force des jambes, c'est sûr que s'il y a des côtes, parce que là, à un moment donné, j'avais fait une course contre Lex Albrecht, qui est une professionnelle cycliste, Camille Hood. J'ai fini à l'hôpital ici parce que je ne savais pas qu'il y avait une côte qui était comme ça. J'ai trop forcé. Puis là, l'ambulance est venue me chercher. J'étais couché à terre. Ça aussi, c'est un défi de fou que j'ai fait. Faites pas ça à la maison. En passant, c'est pas recommandé. Mais moi, je carbure à des choses qui sont dures sur mon corps. Puis cette adrénaline-là, puis l'endorphine de faire quelque chose qui est tough, j'adore ça. C'est ce que j'avais quand je joue au hockey. Puis des fois, quand je fais du sport, c'est ce que je recherche. Je suis pas capable de juste faire une petite balade en sifflant, puis en chantant, puis en regardant les oiseaux. Oublie ça, là. Pour moi, c'est pas du sport. Du sport, c'est me dépasser, suer, puis après ça, quand c'est fini, tu tords ton linge, tu l'accroches ou tu vas le laver, puis après ça, tu passes à un autre défi de fou. Puis écoute, moi, c'est ce que j'aime, puis c'est ce qui m'allume, puis me force de rester en santé. Mais justement, dans tous les défis que tu as fait, Georges, parce que tu recules devant rien, puis dans tous les sports, je veux dire, tu vas accepter les défis simplement pour te dépasser, te découvrir peut-être des nouvelles aptitudes que tu as, ou juste te mesurer au meilleur dans chaque sport pour le plaisir de le faire. J'ai deux questions.
La première, est-ce qu'il y a un défi que tu rêverais de faire? Et la deuxième, quel est le défi le plus difficile que tu as fait dans toute ta vie? Le défi le plus dur, c'est un triathlon. J'ai fait un triathlon, puis je n'oublierai jamais. C'était à Edmonton, Whole Lake Park. C'est le triathlon. C'est-tu les triathlons olympiques que tu fais? C'est 10 km de course, 40 de vélo, puis 1 000 à la nage. Et vu que je jouais avec les Oilers d'Edmonton dans ce temps-là, ils m'ont laissé embarquer avec le monde. C'était une qualification olympique. Oh. Fait qu'on s'entend, c'est sûr, j'allais finir dernier parce que c'est le monde qui se qualifiait pour les Olympiques, mais ils m'ont donné une dérogation que je pouvais embarquer avec eux. Puis là, j'arrive là-bas, j'oublierai jamais ça. J'arrive au triathlon avec mes shorts colorés. Non, mais je t'entraînais juste pour le hockey. Oui, j'étais en forme, mais j'avais aucune chance de faire ce que je faisais. Le vélo, la course, il n'y a pas de problème. C'est juste 40 km. La course, c'est juste 10. Ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est la nage. Fait que là, j'arrive là-bas avec mes shorts colorés, puis tout le monde a des wetsuits. Déjà là, j'ai l'air d'un cave parce que je marche avec des shorts, puis tout le monde a des wetsuits pour nager. Puis tout le monde me regardait. Il dit, qu'est-ce qu'il fait là? Moi, j'ai mes shorts de plage que j'arrive. Puis ça, quand on part dans l'eau, ben, tu sais, moi, je me mets comme au milieu du peloton, mais tout le monde court dans l'eau. Fait que je cours aussi. Mais l'affaire, c'est que l'eau, c'était dégueulasse. C'était de l'eau noire. C'était pas de l'eau qui était propre. Puis, tu sais, j'ai commencé à nager, puis après, comme 50 mètres, j'étais à bout de souffle. Parce que moi, tu sais, j'ai jamais nagé comme 1 000 comme ça sans arrêt. Puis là, j'étais à bout de souffle. Puis là, je commençais à avaler de l'eau des autres, puis je me suis mis sur le dos, j'étais comme ça. Tu sais, quand tu mets sur le dos pour te reposer, je faisais l'anguille sur le dos. Là, l'eau, elle m'embarquait dessus, puis tout ça. Puis, écoute, à 200 mètres, c'était 2 loops de 800 mètres. Il m'avait déjà rattrapé pour le deuxième loop. J'ai jamais été aussi gêné. Quand j'ai sorti de l'eau, là, écoute, j'étais complètement tout seul, il n'y avait personne. Là, j'étais comme, pourquoi courir au bicycle? Parce que c'était le bicycle après. Je voyais plus personne. Fait que là, je prends mon temps, je m'en vais au bicycle. Puis là, quand je suis sur le bicycle, puis je fais le parcours, les kiosques qui étaient en train de fermer, ils attendaient que je passe pour fermer. Ça, c'est l'humiliation totale. Je te dis, j'ai jamais fait un autre triathlon après ça. Je ne l'ai jamais oublié. Écoute, c'était gênant. Le monde était comme, OK, oh, George is here, OK, we could close. Il fallait m'attendre. Puis, tu sais, pour la course, tu sais, j'avais le dernier char qui me suivait, tu sais, puis vu que j'étais le dernier, tu sais, pour sécurité, mais c'est à quoi ça donne de se donner dans ce temps-là. Parce que mon plus gros challenge, j'ai toujours voulu faire un Ironman, puis je sais qu'avec l'entraînement sur la nage, je pourrais le faire, mais c'est juste que depuis la mémoire de ce triathlon-là, puis la nage, j'ai de la misère, par exemple. Parce que je suis capable de nager, mais mes maudites jambes, ils sont toujours comme, ils sont pas capables de rester drettes. Ils sont bas, ils sont trop bas, je suis pas capable. Fait que quand je fais une longue distance, je m'épuise, puis il faut que je me mette sur le dos, comme pour me reposer. Mais tu sais, tu peux pas tourner sur le dos en faisant un Ironman. Ils vont me dire, ben oui, je fais l'étoile dans l'eau. Ils vont dire, hey, sors de là, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas, t'es pas à la plage ici, là. Nage! Fait que c'est pour ça que je sais pas comment régler le problème des jambes. Peut-être que je me mets des flotteurs sur les chevilles, puis les genoux, des flotteurs, peut-être des flotteurs noirs, comme ça paraît pas, ça blende avec ma peau. Là, mes jambes pourraient rester droites. Mais sinon, j'aimerais ça en faire un, mais la nage, je sais pas si je pourrais. Mais t'es quand même chanceux qu'au niveau de la course, tu disais, là, mettons, Marathon de Montréal, t'étais 90 livres au-dessus de la moyenne des gens. Tu sais, t'es quand même chanceux qu'au niveau des articulations, t'as pas de problème parce que la course à pied, c'est souvent ça, sur les genoux, dans le bas du dos, c'est quand même un impact qui est important. Toi, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Tes tendons se sont toujours adaptés finalement depuis que t'es tout jeune puis depuis que tu faisais du track and field, de l'athlétisme. Ben, je suis tellement content que tu me poses cette question-là parce que là, je vais te donner une petite leçon à tous les gens qui nous écoutent en ce moment. Après ma carrière de hockey, 2 hernies discales, j'ai plus de ménisque dans les genoux, le cartilage pour protéger le frottement des os, j'en ai plus tellement je me suis fait opérer dans le hockey. Quand j'ai arrêté de jouer, j'ai pris 100 livres comme que je vous ai dit. Quand je suis devenu vegan, je me suis entraîné, j'ai commencé à courir, mais ce qui arrive quand on devient vegan, c'est que ça régénère tes articulations. J'avais des douleurs aux genoux, au dos quand je jouais au hockey, mais quand je suis devenu vegan, puis vous pouvez voir, j'ai fait un documentaire avec Sophie Durocher puis Julie Schneider, La face cachée de la viande. J'ai fait des tests physiques avant et après. Je suis jamais devenu aussi fort et en santé depuis que je suis devenu vegan. C'est pour ça que je voulais faire le marathon, pour montrer à tout le monde que malgré mes marathons, je cours sans aucune douleur, j'ai absolument rien. Puis les gens ne comprennent pas comment, sans articulation avec mon poids, je peux courir aussi longtemps. Puis c'est pour ça, c'est que le véganisme, c'est incroyable ce que ça fait au corps.
Puis le fait que je suis capable de faire des choses que j'aurais jamais pensé pouvoir faire avant. Puis même le marathon, quand je jouais au hockey, je pensais jamais que j'aurais pu faire ça. J'avais trop mal aux genoux. Parce que la question que tu me poses, pendant ma carrière, j'avais mal. J'avais mal aux genoux. Mais on s'entend que courir, il y a bien plus un impact de courir que de patiner. Mais c'est vraiment dû à l'alimentation alcaline, non acide, parce que les produits laitiers, la viande, c'est acide, ça acidifie tes articulations. Quand tu grandis, l'arthrite, toutes ces choses-là, ça te fait mal, puis tu le sens tout le temps. Mais moi, j'ai plus mal, j'ai plus rien. Fait que c'est pour ça que je peux faire plein de défis de fou sans me plaindre, alors que plein de joueurs retraités me regardent. Comment tu fais pour faire ça, pour faire ça? Eux, ils ont mal partout. Puis en plus, je me suis battu toute ma vie dans ma carrière. Fait que j'aurais mal au poing, j'aurais mal partout. Absolument rien. Ça, juste dû à ce que je mets dans mon assiette. Ah, bien, c'est intéressant, ça. Vas-y, Greg. Bien, Georges, comme tu sais, j'ai été vegan pendant presque 2 mois pour RDA, justement. J'ai documenté tout ça, mon changement d'alimentation, les bienfaits et tout ça, parce que suite au documentaire Game Changers qui avait sorti, qui avait causé toute une controverse bonne et mauvaise autour du véganisme, et moi, j'avais pas eu de misère à trouver les sources de protéines pour m'alimenter correctement. Toi, de ton côté, je veux dire, ton alimentation quotidienne, là, ça ressemble à quoi? Est-ce que parce qu'il faut manger plus de grammes de protéines de plantes, à peu près de 20 à 25 %. Donc, je veux dire, ça ressemble à quoi de ton bord quand tu te lèves le matin pour te soutenir aussi avec tes efforts d'endurance? Là, OK, là, pour commencer, OK, puis j'adore vous me poser ces questions-là. J'adore parler de véganisme. Je fais ça tous les jours. Il n'y a jamais personne, pour les gens qui nous écoutent en ce moment, parce qu'en ce moment, quand les gens font l'épicerie, tout le monde capote sur les protéines, on regarde partout. Y a-t-il assez de grammes de protéines? Y a-t-il assez de ça, on regarde. Ah oui, on prend assez des protéines, shake protéiné, ça. On regarde tout ça, on capote ces protéines. C'est jamais arrivé en Amérique du Nord que quelqu'un ait une déficience de protéines. Mais pourtant, pourquoi on en parle autant? Des protéines, il y en a dans tout. Des protéines, c'est pas de la viande. Des protéines, c'est une combinaison d'acides aminés. Donc, tu manges des fruits, bien entendu, dans les légumes, il y en a plus, dans des noix, du quinoa, champignons, n'importe quoi. Les légumes verts, il y en a plus. Le kale, c'est un superfood, c'est super bon. Quand tu combines au courant de la journée tous ces aliments-là, ça te donne une protéine complète. Le corps assimile mieux une protéine complète à base de plantes qu'une protéine à base d'animal que ton corps doit décomposer, utiliser son énergie pour la dissecter en acides aminés pour, après ça, la digérer. C'est pour ça que souvent, quand tu manges de la viande, tu es fatigué. C'est pour ça que maintenant, il y a de plus en plus d'athlètes qui ne mangent plus de viande avant de faire le sport parce que ça puise de l'énergie que tu as besoin pour faire ton sport tel quel. Mais quand tu manges une alimentation à base de plantes, bien entendu, ton corps reconnaît les acides aminés, il digère plus vite, ça donne plus d'énergie. Donc, moi, au courant de la journée, je n'ai jamais calculé les protéines, tout ça. Je mange quand j'ai faim, je prends des noix, des choses, des légumes, plein de choses comme ça. Puis, il ne m'a jamais manqué de protéines, il ne m'a jamais manqué de force. Puis, je peux faire tous les défis de fou que j'ai, puis j'ai jamais rien calculé, je n'ai pas besoin de faire ça. Les gens qui s'inquiètent le plus sur l'apport de protéines des gens qui sont végétaliens, c'est les gens qui mangent de la viande même, qui ne comprennent pas comment ça marche, qui regardent le système, qui parle de protéines. Partout, là, quand tu vas aux épiceries, c'est écrit 30 grams of protein, c'est écrit des chiffres. Le monde regarde ces chiffres-là, puis c'est tellement important. Oh my God, il y en a plus dedans, il faut que je prenne ci, il faut que je prenne ça. C'est du marketing. Vous faites avoir par du marketing. Tu n'as pas besoin de poudre, tu n'as pas besoin de barres protéinées pour t'alimenter, tu as juste besoin de nourriture. La poudre coûte trop cher pour rien. Les barres protéinées coûtent trop cher pour rien. Tu n'as pas besoin de ça. Viens faire l'épicerie avec moi, puis tu vas voir, ça ne coûte rien. Les hippies, dans le temps, étaient véganes, puis il n'y avait pas d'argent. Fait que ça n'a pas rapport de dire que ça coûte trop cher. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, les gens sont tellement influencés par ce qui se passe, ce qu'ils voient dans les nouvelles, puis tout ça, que souvent les gens ne réfléchissent pas ou ne sont pas. Consultez des gens qui se connaissent dans le domaine, des nutritionnistes véganes qui vont vous en parler, puis vous allez voir que être végane, ça coûte pas cher du tout. Mais comment tu as commencé comment tu as été, tu sais, je veux dire, c'est quand même une transition, ça devient un mode de vie, être végane. Comment tu as commencé ça? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'en a parlé? Tu as essayé ça pour le fun? Comment ça s'est fait dans ton cas? Parce que là, aujourd'hui, tu prônes par ça. Tu prêches aussi pour ta paroisse, puis c'est bien. Puis, tu sais, je veux dire, même toi, tu le dis, tu as vu des résultats sur ton corps, puis tout ça. Mais, tu sais, je veux dire, ça arrive pas par hasard, là, dans la vie, là. Tu sais, il faut un événement ou quelque chose qui arrive. Toi, ça a été comment? Oui. Une de mes amies, Sandrine, qui, pendant des années, m'avait dit d'écouter un documentaire qui s'appelle Earthlings. Earthlings, ça montre comment les animaux souffrent pour finir dans nos assiettes, comment c'est mauvais pour la santé et l'environnement.
Quand on m'a parlé de ce documentaire-là, j'étais comme, il n'y a absolument rien qui m'a fait arrêter de manger de la viande parce qu'avant d'être vegan, je mangeais une vache par jour. C'est fou, là. Puis là, elle m'achalait. Tu l'as-tu vu? Tu l'as-tu vu? Puis là, à un moment donné, je me suis dit, sais-tu quoi? Je vais la regarder jusqu'à qu'elle arrête de m'achaler, qu'elle arrête de me demander. Comment? Je mangeais une vache par jour, rien de moins. Exact. Exact. Et moi, c'est toujours dans l'extrême que je fais les choses, Greg. Tu devrais savoir jusqu'à maintenant. Fait que là, ce qui est arrivé, ce qui est arrivé, c'est que le documentaire Hurtlings qu'il voulait que je voie, je l'ai regardé juste pour qu'elle arrête de m'achaler qu'elle me la demande. Puis quand je l'ai regardé, c'est 1 heure et demie, ça s'appelle Hurtlings. Et après une demi-heure, j'étais en larmes, j'ai pleuré le restant du documentaire complet. Puis après avoir vu ça, j'ai dit c'est fini. Puis je mange plus jamais de produits animaux, j'en mets plus comme linge, morceaux, l'environnement. Ça a changé ma vie, ce documentaire-là. Puis là, je savais pas quoi faire parce que quand je suis arrivé chez moi, j'ai regardé mon alimentation était toute basée sur produits animaux. Fait que j'ai mis ça dans un sac, j'ai donné ça pour des pauvres. Puis j'ai été voir Anne-Marie Roy, qui est une nutritionniste végane qui est connue au Québec. Puis j'ai dit Anne-Marie, je ne sais pas quoi faire. Puis elle m'a aidé de A à Z. Qu'est-ce que je peux manger? J'ai été avec elle chez Avril. On a passé 5 heures là-bas. Elle m'a montré tous les aliments qui étaient bons pour moi. Écoute, c'est là que j'ai appris le kale, le bok choy, toutes ces choses-là que je ne connaissais pas avant. Parce qu'on s'entend que quand tu manges la viande, avant, tu es un athlète, steak, patate, puis 3-4 morceaux de brocoli, puis de céleri, puis à la fin de ton repas, il reste encore les brocolis puis le céleri, là. Fait que dans le fond, c'est comme ça que les athlètes, on mangeait. Puis moi, quand elle m'a montré tout ça, puis j'ai commencé à lire là-dessus, j'ai commencé à lire sur le sujet, puis j'ai tellement appris d'informations qu'éventuellement, je suis devenu conférencier. J'ai commencé à donner des conférences véganes. Puis j'ai même refait le documentaire Hurtlings, qui est terrien en français avec ma voix, qui est sur YouTube, qui est gratuit. Puis tu parlais tantôt de Game Changer. Greg, je les ai aidés dans le documentaire de Game Changer. Puis d'ailleurs, je suis à la fin sur le stage quand Pat Bohamian, il fait le record du monde en levant des poids. Donc, à chaque fois que quelque chose dans le domaine vegan arrive maintenant, je suis contacté, je fais des documentaires avec le monde, on fait des publicités aussi pour encourager les gens à mieux s'alimenter, mais surtout à mieux s'informer. Parce qu'avec tout ce qu'on comprend aujourd'hui dans la société, puis ce qui se passe avec la nourriture que les gens mangent, c'est impossible que si quelqu'un s'informe proprement, qu'il ne va pas changer ses habitudes de vie, comment il se nourrit. Intéressant. Ça vous tente de devenir vegan, là? Oui, c'est ça, Greg, t'as l'air flabbergasté. Non, mais moi, j'entends ça tous les jours. Puis je sais que, en fait, j'ai fait le changement, puis j'ai beaucoup, je m'en suis pas caché, j'ai beaucoup aimé mon expérience. Val, tu le sais, tu étais à côté de moi, on a fait des podcasts ensemble, j'ai été suivi avec une alimentation végane à ce moment-là. Puis j'ai eu comme des problèmes de santé non reliés au véganisme qui ont fait que j'ai pas poursuivi l'aventure, mais moi, ça a changé mon alimentation du fait que probablement que 50% de mes protéines maintenant dans mon alimentation sont des protéines de plantes. Déjà, je mangeais énormément de légumes, mais ça a diversifié mon alimentation. J'ai fait des découvertes incroyables au point même que quand je voyage, souvent même, je vais manger vegan parce que je trouve que l'alimentation... Si les gens qui sont à l'écoute, là, vous n'avez jamais essayé de resto vegan, vous n'avez pas cuisiné vegan à la maison, il y a tellement d'excellents livres de recettes, il y a des excellents restaurants aussi à Montréal et au Québec qui sont de la cuisine végane. D'ailleurs, je peux vous suggérer, je pense qu'on ne l'a pas reçu sur le podcast, mais je l'ai reçu à mon émission 91.9, puis Georges participe également à ce livre de recettes-là, qui est celui de Xavier Desharnais, qui est excellent, qui a été publié cette année. C'est un autre athlète d'endurance aussi qui gagne à chaque année la traversée du lac Saint-Jean ou peu importe. Là, il y a tous les records en nage de longue distance. Donc, voilà, c'était mon petit plaidoyer pour la cause végane, Val, avant de cette merveilleuse émission-là. Ben moi, je voulais juste terminer sur un dernier point, Georges. Revenir rapidement sur ta carrière. À l'époque, tu avais été échangé contre Daniel Carcillo, qui est aussi aujourd'hui à la retraite et qui est un ardent défenseur des coups à la tête et des séquelles des coups à la tête, justement pour la santé mentale. C'est important, la santé mentale, on en parle de plus en plus. Justement, Carey Price, il y a 2 semaines, toute cette sortie, évidemment, ça a fait couler beaucoup d'encre, ça a fait jaser beaucoup. Est-ce que tu trouves que l'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey, la NHLPA, est de plus en plus à l'affût de ces problèmes-là aujourd'hui, ou tu penses qu'il y a encore un gros bout de travail à faire à ce niveau-là? C'est quoi ton opinion là-dessus? Ça fait longtemps que l'Association des joueurs a des programmes pour aider les joueurs qui ont des problèmes
personnels ou qui sont affectés par la santé mentale, ça fait longtemps que ça existe. L'affaire qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 10 ans, ou quand je jouais au début de ma carrière, c'était tabou de dire qu'on avait un problème de santé mentale, puis on aurait perdu notre job. On serait fait mettre dehors de notre équipe. Ouais, c'est pour ça qu'on souffre. Les gars qui souffraient de ça, ben, ils n'en parlaient pas. Ils souffraient en silence, ils prenaient des pilules, ils consommaient certains produits dangereux pour essayer de combler comment que la santé mentale les affectait. Maintenant, aujourd'hui, ce qui est le fun, c'est qu'avec ce que Jonathan Drouin a fait, avec ce que Carey Price a fait, il fallait des joueurs comme ça, comme Carey Price, des vedettes internationales pour casser le tabou que c'est pas correct de dire qu'on a un problème, qu'on demande de l'aide. Parce que je pense que là, maintenant, on voit de plus en plus d'athlètes qui n'ont pas peur d'être vulnérables sur le côté public, puis qui savent que ça va être correct, puis ça va pas être vu de façon négative. Et je pense que le cas de Carey, d'autant qu'on lui souhaite le meilleur rétablissement, ça va donner maintenant le courage à plusieurs autres joueurs qui pourraient souffrir du même problème ou dans le futur que ça pourrait arriver, de maintenant demander de l'aide en sachant que c'est correct maintenant. Maintenant, c'est bien vu. Parce qu'il y a bien des années de ça, c'était pas quelque chose qui était assez connu, c'était pas assez documenté, c'était vu plus négatif, alors qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a des gens qui sont affectés par ça. C'est des bonnes personnes quand même qui peuvent s'en sortir avec un peu d'aide. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, maintenant, la société est rendue ailleurs. Et pour ça, c'est fabuleux. Ouais, bel avancement. Bien, on espère, en tout cas, qu'il n'y ait plus de tabou autour de ça parce qu'il y avait beaucoup de préjugés. Puis comme tu disais, c'était mal vu. Puis c'était comme si tu étais différent, puis on te traitait différemment, puis tu n'osais pas en parler. Mais au contraire, quand tu es quelqu'un qui souffre, bon, on va dire de l'anxiété parce que ça, c'est un problème très commun, là. Tu sais, c'est l'inverse. Il faut en parler, puis il faut être capable de sortir l'espèce de boule qu'on a en dedans. Puis, tu sais, ça fait l'effet inverse, finalement, de tout garder ça puis faire comme si tout va bien, mais dans le fond de toi, tu vas pas bien. Puis, tu sais, justement, des anciens durs à cuire qui se sont enlevés la vie, il y en a eu plusieurs parce que, bon, oui, ça peut être, évidemment, un mélange, un paquet de facteurs, là. Oui, ça peut être de l'anxiété, mais ça peut être aussi, bon, comme tu disais, des pilules, ça peut être tout ça, mais un melting pot, mais probablement que s'il y avait eu plus de support à cette époque-là, ben peut-être que la Ligue nationale de hockey aurait eu moins de décès à cet actif-là aussi. Donc, on espère vraiment que pour le futur, ça soit pour le mieux, absolument. Puis la journée Belle Cause, pour la cause, ça s'en vient encore une fois en janvier prochain. Puis Greg, on veut produire du contenu là, pour la section tout au niveau toujours de santé mentale. On fait toujours une balado santé mentale. On a inclus, en fait, un onglet santé mentale, bien-être, soit dit en passant, cher auditeur, dans la section en forme, parce qu'on se disait la santé mentale est aussi importante, finalement, que la santé physique. Tu sais, tout le monde, on se dit, on va prendre soin de notre santé physique, mais il faut être capable aussi de prendre soin de son mental. Fait que tant mieux si la Ligue nationale le fait de plus en plus. Et si les gens sont ouverts et les athlètes professionnels aussi, c'est vraiment un bel avancement. Super. Ouais. Bon, ben, Georges, et avec une de tes phrases favorites, je te remercie. Merci le fun, beaucoup n'importe quand vous voulez parler de végétalisme, appelez-moi, ça me fera plaisir de vous aider dans votre conversion personnelle et les gens qui vous écoutent. J'aime ça. Merci beaucoup, Georges. Salut, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bye tout le monde. On se retrouve finalement dans un prochain épisode très bientôt. Salut tout le monde, bonne journée.